Bonjour, nous sommes le samedi 29 janvier 2022 avec une météo qui semble nébuleuse parce que bon, il a fait pluvieux depuis hier, il pleut. Euh, on ne connaît pas un hiver. Je vous rappelle qu'on est en du mois de janvier. Il ne reste plus que 3 jours avant la fin du mois de janvier. Tout ça pour vous dire que bon, on n'a pas connu un hiver très rude, qu'on a juste connu des pluies, un petit peu de gel, sans plus, et parfois un petit peu de froid, mais pas de neige, on n'a pas aperçu de neige ce mois de janvier 2022. Alors ici, je vais vous parler d'un périphérique, voilà, un composant. Je vais vous parler d'un périphérique du processeur. Périphérique, c'est tout ce qui tourne autour du processeur, hein. C'est tous les éléments qui sont en contact, qui sont, on va dire, en accès, en lien avec le périphérique. Par exemple, la mémoire est un périphérique du processeur. La mémoire est un périphérique du processeur. Euh, donc, le périphérique, qui est la mémoire, ici, dans ce cas-ci, il va dialoguer avec le processeur par l'entremise, bien sûr, d'une communication, comme quand on a un émetteur et un récepteur, on a, bien sûr, il va véhiculer un message. Voilà, donc on a un émetteur, un récepteur et un message. Bon, c'est le b.a-ba du schéma de la communication, avec voilà, de l'information qui va passer entre un émetteur et un récepteur. Il s'avère qu'ici, l'émetteur et le récepteur, va dépendre qui dialogue. On peut avoir, voilà, on peut transmettre des données vers la mémoire ou aller récupérer des données à partir de la mémoire. Donc, il peut avoir un schéma, voilà, en, en bi, euh, en canal voilà, de communication qui va être bidirectionnel. Le canal de communication est bidirectionnel ou monodirectionnel. Le tout ici, la vidéo que je vais faire ici, c'est de pouvoir distinguer donc les types des mémoires qu'on peut avoir. Et sachez que ces mémoires ne se retrouvent pas forcément que dans un PC, un portable, un iPhone, une tablette ou, on va dire, une imprimante. On peut retrouver ça aussi dans des systèmes périphériques tels que de cartes électroniques ou encore voir des automates programmables, euh, notamment qui possèdent des processeurs aussi, les automates programmables et des mémoires. Et les cartes périphériques possèdent aussi voilà, des processeurs et des mémoires. On vient insérer ça voilà, dans des armoires où on a toutes des cartes électroniques pour faire fonctionner, je veux dire, une certaine partie de l'usine au travers de cartes électroniques. Voilà, c'est ce qu'on appelle, voilà, on a des cartes électroniques comme ça qu'on appelle des, des unités, on va dire des unités, ce sont des cartes série de transfert de données à partir de processeurs qui se trouvent dans une carte électronique. Et il y a de la mémoire là-dessus. Je pense, par exemple, aux cartes périphériques UART. Alors, ceci étant donné, donc on retrouve les RAM et les ROM dans tous ces dispositifs, systèmes électroniques que je viens de vous citer, notamment le PC. Là, vous savez très bien qu'on a de la mémoire ROM, RAM, et tralali, tralala. Mais qu'il n'y a pas que le PC qui contient de la RAM et de la ROM. On peut avoir aussi des dispositifs euh, qui sont programmés. euh, voilà, on peut programmer des dispositifs électroniques. euh, et ceux-là contiendront aussi de la mémoire. Donc la mémoire n'est pas l'apanage tout simplement du PC Personal Computer. Loin de là, on peut retrouver de la RAM et de la ROM là où on a bien sûr des programmes d'utilisation qui vont fonctionner. Là on a des, des données qui vont passer. Eh bien on aura l'usage de mémoire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? Bon, c'est un composant électronique qui permet de faire des transferts de données au travers d'un transfert électrique et de stockage de données, parce que le but avant tout du transfert, c'est de stocker. Je pense par exemple à un camion. Un camion, bon, il doit ramener la marchandise à un dépôt, et bien sûr, cette marchandise doit être placée dans le stock à un endroit bien précis,
Donc je pense à, par exemple, l'allée numéro 4 et l'étage numéro 3. Et donc on pourra aller rechercher la référence de la marchandise au travers de l'allée numéro 4 et on va dire l'allée numéro 4 et le troisième étage. Là, vous pourrez aller rechercher à l'endroit exact la marchandise. Ici, c'est pareil. La mémoire va faire office de stock et on va transférer des informations dans le stock au travers, bien sûr, d'une référence qui est une adresse pour dire où se trouve la marchandise, où se trouve l'information. Enfin, quand je dis où se trouve la marchandise, je parle de dépôt. Où se trouve l'information, c'est dans la mémoire. Donc, c'est une analogie. On a vraiment une analogie entre un dépôt de stockage où on transfère des marchandises et un composant électronique qui va faire l'objet de stockage de données par le transfert électrique. Voilà, d'un endroit à l'autre. Quand je vous dis d'un endroit, ça peut être le processeur vers la mémoire, au travers d'un adressage. Donc il faut pouvoir trouver l'information où elle est. Parce que si vous mettez voilà, une marchandise quelque part, vous ne savez jamais la trouver. Par contre, si on vous donne une adresse, voilà, une référence où se trouve la marchandise, ben, si on vous dit tel rayon, rayon numéro 4, étage 3, bon, voilà, on peut trouver, vous savez où est le rayon 4, vous savez où est l'étage 3, vous savez trouver la marchandise où elle est. Ici, c'est pareil pour l'information, pour aller la chercher au travers d'une adresse. Alors, c'est quoi comme type d'information? Ben, elle est basée sur un passage électrique et le stockage électrique. Ce même stockage électrique. Transfert électrique, ça veut dire que, bon, en fonction d'une référence électrique donnée, ben, on a un état binaire qui est 1. Et à partir d'un transfert, à partir d'un autre, d'une tension référencée, bien sûr normalisée, ben, on va décrire que l'état est 0. Donc, il y a deux états possibles. Soit il y a passage de courant, soit il n'y a pas de courant qui passe. Et le composant, c'est pareil. Soit il va stocker un état électrique, soit il va pas le stocker. Bon, donc vous comprendrez que le transfert va se baser sur un transfert électrique, c'est transfert d'informations à l'état binaire 0 1 en fonction d'une tension électrique. Voilà. Et bien sûr, à partir de là, dans le stockage, la marchandise, ce sont des 0 et des 1. Donc 0 et 1, à partir de deux simples états binaires qui sont le 0 1, on peut créer toutes sortes d'informations possibles et imaginables. Voilà, toutes sortes Pourquoi? Parce qu'on les combine. On va combiner l'information pour faire des codes. Alors je vais vous montrer à la fin comment ça se passe. Mais en gros, hein, bon, je vais aller vite pour le faire, parce que le but c'est pas de détailler ça, je ferai des vidéos de détails plus tard de ça. Mais disons que dans les mémoires, on peut distinguer deux types de mémoire qui vont permettre de stocker des informations. Et bien sûr, travailler en transfert électrique, c'est la première distinction provient du fait qu'on a des RAM et des ROM. Ça, c'est la toute première information qu'il faut. Alors, encore une fois, ne prenez pas en compte que c'est forcément un PC. Hein. Voilà, ça peut être tout dispositif électronique contenant de la RAM et de la ROM, voire un processeur. Je pense aux automates programmables, par exemple. Donc c'est pas forcément, je parle pas ici, je peux parler d'une carte électronique, hein, voilà, un système électronique contenant de la RAM et de la ROM, donc qui n'est pas forcément un PC. Voilà, donc n'allez pas croire que il n'y a que les PC qui ont de la RAM et de la ROM, hein, loin de là. Donc tout est basé sur un état binaire 1-0, avec transfert de 1-0 et de stockage de 1-0 au travers bien sûr d'un adressage. Alors ici, la mémoire, je la considère comme étant un périphérique du processeur. Il va dialoguer avec le processeur. Et alors, on peut faire déjà une distinction un peu plus importante. C'est que on peut avoir deux types de transferts, soit en lecture, soit en écriture. Alors, si on a un canal de communication, si on n'a qu'un seul canal de communication, ben on peut avoir un dialogue qui est monodirectionnel ou bidirectionnel. On peut avoir un dialogue bidirectionnel, aller-retour. Voilà, un aller-retour. Un aller-retour, ça veut dire le composant électronique peut lire et écrire. Si
c'est-à-dire le transfert se fait dans les deux sens, donc il peut lire et écrire. Bon, on peut avoir qu'un seul canal de communication, plusieurs canaux de communication, mais généralement ici, moi je parle d'un canal de communication. Bah, il peut le faire en lecture et écriture, mais on peut mettre plusieurs canaux de communication, un qui va servir uniquement à la lecture et l'autre qui va servir uniquement à l'écriture. Voilà, on peut faire ça comme ça. Comme vous pouvez avoir un seul câble, enfin ici c'est pas des câbles, bien sûr, ce sont des pistes électroniques, mais si je prends deux ordinateurs par exemple, deux périphériques, comment peuvent-ils communiquer? Bah, avec un câble, avec un seul câble, on peut avoir voilà, du bidirectionnel ou du monodirectionnel. Voilà, au travers d'un seul câble de communication, on peut faire du bidirectionnel ou monodirectionnel. Monodirectionnel, ça veut dire que la communication ne se fait que dans un sens. Le bidirectionnel, il se fait dans les deux sens, avec un seul canal de communication. Bon, bah ici, c'est un peu la même chose, si ce n'est que moi, je peux interpréter qu'ici, je peux avoir deux canaux de communication, mais la communication peut être bidirectionnelle. Bidirectionnelle. Donc, ce qui veut dire que la RAM, on peut lire et écrire. Donc, c'est du read and write. La RAM, c'est du read and write. Il peut dialoguer en écriture, en lecture-écriture. Alors, il faut savoir aussi que la RAM, si on éteint, s'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus rien dedans. Hein. Donc, si plus d'alimentation, elle se vide. Donc, quand elle aura un contenu, lorsqu'elle sera alimentée. Donc, autant dire que s'il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de données. Si elle est alimentée, il y a des données. C'est-à-dire qu'elle vit cette mémoire-là. Elle vit. D'ailleurs, on l'appelle mémoire vive. Elle vit pour plusieurs raisons, parce que elle a besoin d'une alimentation pour avoir un contenu. Hein, si vous coupez, par exemple, un PC, ben, il n'y a plus rien dans la RAM. Hein. Votre RAM, elle est vide. Elle a tout perdu. Donc voilà, parce que la RAM n'est plus alimentée, donc elle a tout perdu ses données. Donc elle est morte. Voilà, la RAM, elle est morte. Mais si vous voulez la refaire vivre, ben, vous mettez l'alimentation en marche. Pourtant qu'elle fonctionne, bien sûr, hein, la RAM. Alors maintenant, pourquoi appelle-t-on mémoire vive? C'est pour cette raison, mais pour une autre raison, c'est parce que aussi, elle permet une vie de lecture-écriture. Voilà, elle permet la lecture et l'écriture, elle permet de lire et d'écrire. Donc elle communique, mais elle a besoin d'une alimentation. Donc on l'appellera plutôt une mémoire vive, contrairement euh, à la ROM, qui elle, c'est un contenu qui est figé à l'intérieur de la mémoire. Donc voilà, on ne sait pas échanger grand chose, c'est figé. Ça a été programmé, c'est figé. Voilà. Et alors, c'est surtout que la ROM, on dit read only memory, c'est-à-dire qu'on a un accès uniquement en lecture. Donc elle a été programmée, et cette programmation-là, on peut y accéder uniquement sous forme de lecture, en lecture. Donc là, on peut distinguer donc les mémoires, enfin c'est une mémoire morte, contrairement à la mémoire vive, contrairement à la RAM, la ROM est une mémoire morte. Parce que, voilà, bon, le contenu est toujours dedans, il est toujours figé. Parce que dès le moment où vous l'avez programmé, bah, programmez vous ou par un utilisateur, je dirais, externe. euh, voilà. euh, L'utilisateur, ça peut être n'importe qui, hein, vous allez voir par après. Parce que on dit, justement, mon but ici, c'est de distinguer les types de ROM. Hein. N'allez pas croire que je parle forcément de la ROM du PC. Vous allez voir que je vais encore distinguer voilà, les mémoires ROM, je vais les distinguer ici. Le but c'est ça, c'est de distinguer. Je fais une vidéo pour distinguer les mémoires ici. Donc je vous disais, ici, on ne sait que faire une lecture seule. Hein. Bon, donc elle est monodirectionnelle. Elle est morte parce que c'est un contenu qui est figé. À l'intérieur, ça a été programmé. Donc on ne sait que ce contenu figé, intéressant bien sûr pour le fonctionnement pour le fonctionnement voilà, du système, du dispositif, parce que je ne vais pas parler de PC, c'est pas forcément un PC, voilà. Eh bien, le contenu à l'intérieur de la ROM, il est figé et on ne sait faire qu'aller faire une lecture de son contenu. Et voilà, comme on ne sait faire qu'une lecture, ben, c'est monodirectionnel, c'est qu'un seul sens. Hein. La lecture-écriture, c'est deux sens, c'est bidirectionnel. La lecture, c'est qu'un seul sens.
Voilà, c'est monodirectionnel. Alors, comme je viens de vous dire, la mémoire, qui est un contenu qui va contenir des informations de type 0,1 qui vont former un contenu d'information. Vous allez voir comment par après, rien qu'avec deux états binaires, hein, avec deux états binaires, vous allez voir qu'on va définir de l'information, deux simples informations, deux. En fait, pourquoi? Parce que c'est un générateur. En mathématiques, on pourrait parler de 0,1 serait une base pour former, pour générer voilà, tout, tout type d'information à partir de 0,1. Alors, RAM, je vous rappelle que ça veut dire Random Access Memory, c'est-à-dire lecture, enfin, je m'excuse, Random Access Memory, ça veut dire mémoire à accès aléatoire. Mémoire à accès aléatoire. Alors, je vous rappelle que les données s'effacent à la rupture d'alimentation, comme ça vous le savez, et que la ROM, Read Only Memory, mémoire à lecture seule, ben, c'est un contenu qui est figé. Alors, dans les mémoires, on peut distinguer les... alors, mémoire vive, ça se dit aussi MEV. Mémoire vive, ça se dit MEV. Donc, la RAM est une mémoire vive. Elle est de type mémoire vive. Alors, je fais déjà une première distinction ici, en disant que, bon, on a les ROM, enfin, les RAM dynamiques et les RAM statiques. Alors, on a, voilà, les RAM dynamiques et les RAM statiques. Bon, sachez ici, juste pour ceci, pour ce que je suis en train de vous montrer ici, sachez que les RAM, c'est ce qu'on appelle des mémoires vives, MEV, et que les mémoires mortes s'appellent des MEM, mémoires mortes. Et là, je fais une première distinction qui est, dans les mémoires RAM, on a ce qu'on appelle des DRAM et des SRAM. Donc, RAM dynamique et des RAM statiques. Alors, dynamique, pourquoi? Parce que il y a un rafraîchissement qui va se faire. Il y a un rafraîchissement qui va se faire. Il y a un taux de rafraîchissement de la RAM qui va se faire. Mais il y a un problème dans les DRAM. C'est quoi le problème dans les DRAM? C'est que sa mise en œuvre du rafraîchissement est délicat. Pour mettre en œuvre, la mise en œuvre, elle est délicate de ce rafraîchissement. Ce qui est intéressant, bon, ici c'est avantage et inconvénient. Hein, pour mettre un avantage, c'est que c'est peu coûteux. L'avantage, c'est qu'on a une capacité en mégabits. Et en plus de ça, au niveau de la production, de la fabrication, mais c'est simple à produire. Bon, ça c'est toute une panoplie d'avantages. Ben, bien sûr, il y a son inconvénient. Dans les systèmes électroniques, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a les avantages et les inconvénients. Bon, s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ben, c'est pour ça qu'on l'utilise. Hein. C'est parce qu'il y a un inconvénient que, bon, mise en œuvre du rafraîchissement délicat, d'accord, mais il a quand même pas mal d'avantages. Hein. Que voici. Donc, les nombreux avantages l'emportent sur le petit inconvénient que l'on a. Donc, en électronique, il faut toujours faire ça. Hein. Même dans les systèmes électroniques, il y a toujours ce point de vue à traiter de avantages et inconvénients. Hein. Bon, on va pas utiliser. Vous avez créé un système électronique, bon, s'il est désavantageux, bon, déjà s'il est coûteux, au niveau commercial, vous êtes déjà mal placé pour vendre votre dispositif électronique. Hein. Autant si vous faites un dispositif électronique, c'est pour gagner aussi de l'argent, c'est pas pour perdre voilà, vos culottes. Hein. Donc, ça fait partie aussi, quand on crée un dispositif électronique, c'est de savoir s'il est performant, s'il est avantageux
par rapport à d'autres dispositifs électroniques. Si, et les avantages, généralement, c'est pas que le prix, parce que bon, si on peut avoir un prix qui est bas, mais il peut être aussi, on va dire, il peut poser des problèmes, hein. Tout ce qui est à un coût bas n'est pas forcément de meilleure qualité. Donc si, généralement, ce qui est produit à bas coût, ben, c'est le bas de gamme, hein. Voilà, bas de gamme. Donc, si c'est à bas coût, il y a une raison que c'est à bas coût. Bah, il y a d'autres raisons qui peuvent faire en sorte on peut avoir des bonnes qualités à bas coût. Ouais, il y a quand on a une série de productions qui sort à grande et qui se vend très bien, en grande production qui se vend très bien, bon, ça, on peut réduire les coûts, ça oui. Mais disons qu'il faut se poser la question, comment ça se fait que certains dispositifs électroniques sont peu coûteux. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est du bas de gamme. La qualité n'y est pas forcément comme vous, et ils n'ont pas forcément toutes les fonctionnalités que vous pouvez croire. Donc ici, quand on étudie un système électronique, ou un composant, ou un dispositif, ou un composant électronique, hein, soit un dispositif complet électronique, c'est-à-dire un système électronique, ou soit si vous étudiez un composant, il est toujours bon de voir ce qui est avantageux par rapport aux inconvénients. S'il y a trop d'inconvénients, ben, on ne va pas utiliser ce dit système ou ce dit inconvénient. Composant, je m'excuse. Alors, ce qui va m'intéresser ici, donc, c'est par rapport à la programmation, euh, à la programmation. Alors, access, les random access memory, c'est-à-dire les RAM, les mémoires accès aléatoires, sont non programmables par l'utilisateur. C'est des données brutes qui rentrent dedans, sans plus. Par contre, là, on peut avoir dans les ROM, et c'est ça qui va m'intéresser, c'est les ROM, parce que bon, ici je parlais de ce qui est composant programmable, donc je vais vite laisser tomber les RAM, parce que les RAM, bon, hum, c'est pas programmable, hein, les données rentrent dedans, vous éteignez le PC, si vous avez un PC, si c'est dans la RAM d'un PC, vous éteignez le PC, il n'y a plus rien dans la RAM, c'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui peut être programmé. Ce qui peut être programmé. Alors ici, ce qui va intéresser le plus, c'est les ROM. Et bien sûr, les REPROM. Les ROM et les REPROM. Alors là, les ROM et les REPROM, elles sont programmables. Alors on a celles qui sont programmables une seule fois et celles qui sont programmables plusieurs fois. Alors, programmables une seule fois, ce sont les ROM. Les ROM sont programmables par un utilisateur quelconque, on s'en fout. Qui c'est ce programmeur? On s'en fout. Voilà, c'est un utilisateur qui va programmer. Voilà, la ROM, euh, elle peut être programmable une seule fois. Ça, ce sont les ROM. Par contre, les REPROM, là, c'est programmable par un utilisateur, mais on peut le programmer plusieurs fois. Donc, on a, si vous voulez, du côté des ROM, il faut distinguer donc les mémoires mortes programmables une seule fois, des mémoires reprogrammables après effacement, REPROM. Donc, euh, vous aurez compris euh, euh, que le bon, ROM c'est read only memory. Alors, programmable, le RE fait référence à reprogrammable, erasable, PROM. Donc, reprogrammable, bien sûr, pour reprogrammer, il faut effacer. Il faut effacer. Donc, si vous devez reprogrammer, vous devez réeffacer. Donc, c'est pour ça que je dis erasable. Erasable, ça veut dire c'est l'effacement. Voilà, erasable, c'est effacer. Érasable, ça s'écrit en anglais érasable. C'est erasable, qui veut dire effaçable. Mais R, c'est reprogrammable. Bon, je ne sais pas le dire correctement en anglais. Reprogrammable, erasable. euh,
Bon, le reprom, c'est reprogram. Ouais, reprom, c'est reprogrammable ROM. Reprogrammable. Donc je me suis trompé. À mon avis, c'est ça. C'est reprogrammable. C'est pas. Il n'y a pas. À mon avis, c'est reprogrammable. On va dire ça comme ça. Voilà. Reprogrammable ROM. On va dire ça comme ça, c'est plus simple. C'est vrai que normalement, pour reprogrammer, il faut l'effacer. Je vais réécrire. C'est reprogrammable. Reprogrammable ROM. C'est une ROM reprogrammable. Donc, mais c'est vrai que pour reprogrammer, il faut l'effacer. Bon, c'est pour ça que je me disais que le E, à mon avis, c'était erasable, mais à mon avis, c'est pas ça. On utilise directement le mot rep. Moi, je me disais ici, c'est reprogrammable, erasable, mais après, je me dis, le P, c'est quoi? Voilà, le P, donc, pour éviter de se demander qu'est-ce que c'est que le P, mais c'est justement c'est parce que c'est le mot complet rep qui est utilisé, donc c'est reprogrammable ROM. Et ça, c'est bon. Parce que là, sinon, je devrais retrouver 3 lettres. Reprogrammable, erasable, et puis le P, qu'est-ce que c'est? Bon, le problème, il est là. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est reprogrammable ROM de REP. Donc, je vais m'intéresser, comme je vous ai dit, aux ROM et aux REPROM. Alors, les ROM, comme je l'ai dit, programmables par un utilisateur une seule fois. Et là, on retrouve les ROM masqués et les PROM. Les ROM masqués et les PROM. Et dans les REPROM, programmables par un utilisateur plusieurs fois, là, on a les mémoires flash. Les EPROM, avec les EPROM, peuvent être mis sous forme de OTP, One Time Programmable, programmable une seule fois. On a les EEPROM ou les 2 PROM. Voilà. Et PROM, c'est 2 PROM, E2 PROM, c'est la même chose, hein, parce qu'il y a 2 E. E2. E2, c'est pour dire les 2 E. J'ai mal situé. Bon, ça, on dit EEPROM ou E2 PROM, c'est le même, hein, parce qu'on a 2 E. Bon, il y en a qui appellent ça comme ça, E2 PROM. Bon, de toute façon, on utilise 2 caractères pour les deux. Hein. Que je mette EE ou E2, il y a 2 caractères, donc on n'a rien gagné là-dessus en mettant E2. Mais c'est pour vous dire qu'il y a 2 E. E2 PROM. Voilà, PROM, voilà. Alors on a quelque chose qui est voilà entre les deux, entre la RAM. Ouais, ici j'ai pas la RAM ici. Je m'excuse. Entre la RAM et la ROM, on retrouve les RAM CMOS à lithium. Ça c'est entre la RAM. C'est un bénéfice entre RAM et ROM. Et là, voilà, c'est comme si on utilisait, je veux dire, un petit peu les avantages de l'un et de l'autre, de RAM et de ROM. Donc c'est la RAM CMOS. Donc c'est pas parce qu'il est marqué RAM que voilà, c'est de la RAM. Hein. Mais elle s'utilise, elle a les avantages d'une RAM et d'une ROM. Donc ici, donc là, comme je vous ai dit, au niveau de la ROM, on retrouve dans cette première catégorie qui est la ROM, on retrouve bien sûr la ROM masquée. Là, le contenu il est fixé dès la phase de la fabrication en série. Hein, pour les ROM masqués, donc la fabrication en série fait en sorte qu'on a un contenu figé
un contenu fixé. On a les PROM, là ça veut dire que c'est PROM, ça veut dire programmable, le P ça veut dire programmable, ROM bien sûr, ce sont les PROM à fusibles que l'utilisateur peut programmer lui-même, mais de façon irréversible. Pourquoi? Parce que on peut programmer qu'une seule fois. Hein. Donc il y en a un, les ROM masqués, dont le contenu est fixé en série à la fabrication. Donc on appelle ça du une seule fois, one time. Une seule fois, ici c'est du one time. Hein. Voilà, je pourrais parler de l'OT. Je pourrais appeler ça de l'OT. Low one time. Donc la ROM masquée, c'est fabriqué en série de manière OT. Elle sera fixée, figée. Le contenu sera fixé, figé par, voilà, par une fabrication série, les ROM masqués, alors que le PROM, bien sûr, c'est des ROM ici à fusible que l'utilisateur peut programmer lui-même, mais de façon irréversible. Donc c'est one time aussi, c'est du one time. Alors vous connaissez, au niveau des REPROM, vous reconnaissez là les PROM, l'erasable PROM. Donc elle est effaçable, on va dire en bloc. Ça vous le savez très bien, quand on expose au rayonnement ultraviolet. Et donc là, à ce moment-là, le fait que vous mettez de l'ultraviolet pour l'effacer, vous pouvez l'effacer quand vous voulez. Donc c'est plus du one time, c'est du several time. Donc on va dire ST. Je vais le mettre sous forme de plusieurs fois, c'est du ST, several time. Several times ou times. Donc ST. S.T. Several times. Donc c'est programmable plusieurs fois. Donc les EPROM, on peut autant les PROM sont à fusibles. Voilà, donc c'est du one time. Une fois que les fusibles sont sautés, c'est fini. Hein. Une fois que les fusibles ont sauté, bon, vous avez, si vous voulez mettre un 1, vous avez gardé un 1, bah, il est 1. Si vous avez fait sauter un fusible, il n'y a plus rien, ça fait un 0. Bah, voilà. Donc c'est du one time. Les fusibles, c'est du one time. Hein. Au niveau des PROM. C'est des fusibles qu'on fait sauter. Et donc c'est une manière d'inscrire de façon indélébile par l'intermédiaire de fusibles, alors que les EPROM, là, là c'est par de l'ultraviolet qu'on va venir faire un effacement, et donc on peut reprogrammer comme on veut. Voilà, tant qu'on veut. Donc c'est du several time, on peut écrire, on peut reprogrammer. Donc les EPROM sont des erasable PROM, donc comme je vous ai dit, on efface en bloc par exposition aux ultraviolets et on reprogramme des centaines de fois. Mais attention qu'il en existe en OTP. Hein. Il existe en version des erasable programmable, erasable programmable, enfin erasable programmable ROM en OTP. Ça veut dire que en OTP, ça veut dire que c'est du one time programmable. Donc il existe. Là, on retombe sur du une fois. Il existe de ceux où vous pouvez programmer qu'une seule fois. C'est l'OTP. Il existe des EPROM qui sont de type OTP. On programme non plus, on ne sait plus programmer plusieurs fois, mais qu'une seule fois. Et ça, c'est la version OTP des PROM. One Time Programmable, One Time Programmable, OTP. Alors, comment ça se fait qu'elles sont, on va dire, ineffaçables et donc programmables qu'une seule fois? C'est parce qu'elles sont dépourvues d'une fenêtre, on va dire, transparente, et donc présentées en boîtier plastique économique.
les EPROM OTP sont ineffaçables et donc programmables une seule fois. Elles n'ont pas de fenêtre transparente. Voilà. Elles n'ont pas de fenêtre transparente. Et donc, là, on a, au niveau des rayonnements, pour l'effacement, on ne sait pas effacer. Voilà, il n'y a pas de fenêtre transparente qui permet de faire un effacement par l'extérieur. Là, il est en boîtier plastique. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est économique, parce que le boîtier, il coûte pas cher, il est en plastique. Voilà, et là, on a une EPROM OTP, si vous voulez, qui sont, on va dire, ineffaçables. Une fois que vous avez écrit, c'est fini. L'OTP, on n'efface pas. Hein. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas effacer, on n'efface pas. C'est que quand vous avez écrit, stop, c'est fini. Donc si vous avez écrit un mauvais programme là-dedans, ben, vous le jetez. Vous le jetez et vous réécrivez votre programme. Voilà. Alors si maintenant, pourquoi on met des EEPROM, ce qu'on appelle des electrically erasable programmable ROM. Pourquoi on met des ROM, comment est-ce qu'on appelle ça, des ROM programmables, effaçables électriquement? Pourquoi fait-on ça? Ça, c'est pour une alternative aux EPROM. C'est quand on veut, par exemple, si on a beaucoup de fréquentes modifications qui sont nécessaires, vous utilisez une EEPROM. C'est-à-dire quand vous devez faire d'innombrables, on va dire, modifications, vous devez chaque fois effacer, recommencer, changer, modifier la programmation. N'allez pas prendre une EPROM parce que bon, l'EPROM, à mon avis, elle va tenir qu'à un certain moment, et puis bon, elle sera, on va dire, elle sera désavantageuse à un moment donné. Donc, si vous voulez en faire beaucoup de fréquentes modifications, à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser une EEPROM ou une E2PROM, parce que c'est la même chose. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, voilà. Hum, euh, alors, bien sûr, elles sont effaçables là, en, en tout ou partie. On peut effacer une partie ou tout de façon purement électrique et souvent même transparente pour l'utilisateur. Donc, contrairement à l'EPROM, là, vous aurez compris, l'effacer aux ultraviolets. Par une exposition aux ultraviolets. Voilà. Et donc, bien sûr, les PROM, elles peuvent se programmer des centaines de fois, hein, les PROM. Elles peuvent se programmer des centaines de fois, mais maintenant, si vous faites des fréquences voilà, plus de 100 modifications, euh, à ce moment-là, utilisez une EPROM. Voilà. Alors, ça va vite, hein. 100, ça va vite. Faut pas croire que ça fait beaucoup. Non, parce que si vous faites un programme et que vous voulez voir si ça marche à chaque fois, bon, chaque fois que vous voulez rajouter un petit truc, bon, vous allez vite dépasser les 100 modifications. Hein. Quand vous faites de la programmation, on veut toujours ajouter un petit plus. Ça peut monter vite. Hein. Voilà, 100, c'est rien du tout. 100 modifications, c'est rien du tout. Voilà. Les programmeurs, ils font des milliers et des milliers de modifications, je veux dire, euh, euh, quand ils programment. Hein. Ça dépend de la taille du programme aussi. Parce qu'un petit programme, s'il fait 4 lignes, on ne va pas modifier 100 fois un programme qui fait 4 lignes. Voilà. Si maintenant il fait 1000 lignes, c'est normal qu'on peut intervenir plus de 300 fois. Voilà. Donc les mémoires flash, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ouais. Les mémoires flash, ils peuvent être assimilés à des EPROM dont comment est-ce qu'on appelle ça? Donc la flash, c'est comme une EPROM. Ouais, je l'ai mis là, enfin, c'est ce que je cherchais. Je l'ai mis ici, mémoire flash. Hein. Donc la mémoire flash, là, ils peuvent être assimilés donc à des EPROM. C'est comme si on avait une EPROM dont l'effacement global et instantané se fait de manière électrique. Hein. Voilà. Pour la flash. Je peux vous dire que la mémoire flash a eu un succès, hein, mais c'est pas pour autant que
l'EEPROM a disparu. Voilà. Parce que certains se sont dit activement que la flash allait faire disparaître l'EEPROM. Bon, ils ont été hâtifs dans leur raisonnement, puisque ça n'a pas été le cas. On retrouve toujours des EEPROM. Alors, comme je vous ai dit, entre la RAM et la ROM, maintenant ici, bien sûr, je vous parlais des ROM et EEPROM. J'avais laissé tomber sur la RAM, parce que je m'intéressais à ce qui était programmable. Voilà. Mais à mi-chemin, on va dire, la RAM et la ROM, on retrouve la RAM CMOS à pile lithium. Alors elles peuvent être écrites comme des RAM, puis traitées comme des ROM. C'est pour ça que c'est un mi-chemin entre RAM et ROM. Donc elles peuvent être écrites comme des RAM, puis traitées comme des ROM. Alors elles sont plus performantes que les EEPROM, et elles constituent, si vous voulez, des outils extrêmement, on va dire, commodes pour les tâches de développement et de mise au point. Donc pour la mise au point et le développement, vous pouvez utiliser des RAM CMOS à pile lithium. Maintenant, je vais revenir à cet état binaire que j'avais expliqué dans les mémoires pour introduire un tout petit peu, puis je vais juste introduire comment ça se fait qu'avec deux états binaires, on peut avoir de l'information. Eh bien, c'est que ces états binaires, bien sûr, on va faire un grand stock. Un grand stock, par exemple, qui va permettre de mettre deux exposants 16 états binaires qui sont constitués de 0 à 1. Si je fais 2 exposants 16, bien 2 exposants 16, ce qui fait 65 500 535, je crois. 536. 60, ouais, on ne saurait pas avoir un 5 puisque c'est des exposants de 2. Voilà, je m'excuse. C'est 65 536. 65 536. Bah voilà, donc donc, ce qui veut dire que si je prends une mémoire linéaire comme ça, si je la prenais linéaire, ça veut dire que je devrais mettre 65 536 états binaires possibles. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est quand même assez long. Hein. Je mettrai 3 petits points. 1, 2, 3 petits points. Pour vous dire que ça continue. Donc ça veut dire qu'ici j'ai 65 536 casiers qui peuvent contenir des états binaires 0, 1. Par exemple 0, 1, 1, 1, 0, voilà, etc. Voilà. Donc vous voyez qu'avec deux informations, je peux créer toute une panoplie d'informations. Je peux les stocker. Voilà, 65 536. Voilà. Alors, je vous rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle des binary digit. Binary, binary digit. Décrit sur le nom bit. Binary digit. Donc, c'est un chiffre binaire. Ces chiffres binaires, je peux en avoir 65 536, par exemple, dans une mémoire. Donc vous aurez compris que si on manipule des 0 et des 1, c'est un composant, dans la RAM bien sûr, c'est un composant par excellence
c'est un composant digital par excellence, parce qu'il va manipuler des 0 et des 1. Donc, les mémoires ne peuvent contenir que des informations tout ou rien, c'est-à-dire rien que des 1 c'est tout, ou rien que des 0 qui sont des 1. Donc on appelle bien sûr bit ou élément binaire. Bon, en français on dit EB, on dit pas bit. Hein. Si vous voulez utiliser enfin, le jargon, voilà, la dénomination française c'est élément binaire, voilà, qui est bit. L'élément binaire c'est bit. Alors je vous avais dit au départ que rien n'empêche cependant de convenir d'une signification particulière pour des groupes de certains nombres de bits, tant qu'on commence à parler de mémoire analogique, notamment dans le domaine de la synthèse du son. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? C'est la segmenter. On va la segmenter. Bien sûr, il y a des adressages à tout ça. Hein. On va la segmenter. Alors on va créer des espaces de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 bits, on va appeler ça un byte. Voilà, on va la segmenter. On va la diviser. Donc, on va créer ce qu'on appelle 8 bits fait ce qu'on appelle un mot. Ça s'appelle un mot. Un mot en français, mais c'est un byte. Alors, je peux faire des segmentations en voilà, deux mots. Deux mots, c'est double. Ça, c'est un double mot qui est un double word. Je vais regarder, je m'excuse. Là, peut-être que je me trompe. Le mot, parce que le mot c'est 16 bits. Oui, le mot c'est le mot. Parce que un byte. Non, je m'excuse ici, je me suis trompé hein, complètement. Un mot, c'est pas 8 bits, c'est un byte. Oui, donc ouais, double mot c'est 16 bits, c'est ça. Ouais, non, je me trompe pas. Hein. Un byte, c'est en français, c'est un mot. Alors deux mots, c'est un double word. Ah non, 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 parce que le mot c'est word. Bon, on va regarder ça tout de suite parce que c'est vrai que j'ai une petite confusion ici. Affichage, programmeur. Oui, c'est ça, donc un mot c'est bien 8 bits. Ça, hein. Bon, là, le mot, là on a un octet. Ouais, c'est ça, c'est ça. 8 bits c'est un octet, c'est ça que je cherchais. Bon, je cherchais là. Bon, cette fois-ci, bon, je vais réeffacer ça. Ouais, il me semble bien que je faisais une confusion là tout d'un coup. Donc on a le bit, l'état binaire constitué de l'ensemble 0, 1. Ça c'est l'ensemble bit. On va prendre soit 0, soit 1. Avec ça, on va engendrer, on peut ajouter, bon, voilà, un byte. Le problème, c'est qu'il faut connaître en français et en anglais, c'est ça le problème. Un byte, un word, double word. Alors, le word, le mot, c'est 4, 8, 12, 16 bits. Alors que l'octet, c'est 8 bits. Voilà, c'est ça. Donc un byte, c'est l'octet. Un word, c'est 16 bits.
Donc on va faire une segmentation ici en 8 bits. Un octet, un word, c'est un double octet. Et là, c'est 6 bits. On a double word, sachant qu'un word, c'est 2 octets. Là, on a 4 octets. 8 x 4, c'est 32 bits. Et bien sûr, on peut avoir un quarter word. Donc, on a word, double word, quarter word. Là, quarter word, c'est là, on a un octet, 2 octets, 4 octets, 8 octets. Et là, ça fait 64 bits. Voilà. Et bien, c'est bien ce qu'on a ici, donc dans la calculatrice ici. Un octet, vous voyez que c'est 8 bits. Si je mets un mot, c'est 2 octets, c'est 2 fois 8 bits, ça fait 16 bits. Un double word, c'est voilà, 1, 2, 3, c'est donc un octet, je vous rappelle que c'est 8 bits. Donc si je mets un double word, on a 1, 2, 3, 4 fois 8 bits. 4 fois 8 bits. Et si je mets un quarter word, là, on est sur de 0 à 64, on a 64 bits. Voilà. Alors que le word, voilà, ici, il est codé sur 0 à 31, ça fait 32 bits. Et le mot, c'est de 0 à 6, de 0 à 15, c'est qui fait 6 bits. Et l'octet de 0 0 à 7. Ce qui fait, voilà. Donc, et donc, c'est comme ça qu'on va diviser donc, la mémoire. On va la segmenter, comme je vais, soit en, en, en mots. Et alors, un caractère, par exemple, un caractère, si je vais écrire le caractère A, ben, le caractère A va être codé sur 8 bits, c'est un codage. On va, le B, il sera codé sur un autre caractère de 8 bits. Donc les caractères, tous les caractères sont codés. Donc si vous allez chercher un caractère A, il vaudra un certain codage sur 8 bits, c'est ce que je veux dire. Voilà. Alors vous allez me dire maintenant, sachant que la mémoire fait 65 536, 2 exposants en 16, donc 65 536. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un kilo? Un kilo, en informatique, ça fait pas 1000. Hein. C'est différent de 1000 en informatique. Pourquoi? Parce que regardez bien, cherchez la calculatrice, l'affichage standard. Si je fais 2, bon, non, affichage scientifique, 2 exposant 3, bah, ça fait 8. 2 exposant 6, je remonte, hein, ça fait 64. 2 exposant 7, ça va être 8. 2 exposant 8, 256. 2 exposant 9, 512. Et là, regardez bien, vous aurez compris que si je fais x2, ça fera 1024. Donc je vais faire 2 exposants 9. Non, 2 exposants 10. Voilà, 2 exposants 10, ça fait 1024. Donc, 1 kg, c'est égal à 1000, 1024 bits. Donc maintenant, je peux faire la division entre 65 536 et 1024. « 65 536 divisé par 1024. Voilà. Là, il y a... c'est une mémoire de 64 kilobits. Égale
64 kilobits. Donc 65 536 et 64 kilobits. Alors combien de mots que je peux mettre là-dedans? Je vais regarder combien de mots. Donc ça j'aurai une mémoire de 64 kilobits. Alors combien de... Sachant... Bon, je vais la segmenter en 8 bits. Combien de fois 8 bits que je peux mettre? Donc on a 65 536. Je vais diviser par 8. 65 536 divisé par 8. Ce qui fait 8192. 8192... on a 8192 bytes. 8000. Bon, je peux la décomposer en 8192 bytes. Alors maintenant, si je veux diviser en mots, je peux mettre combien de mots? 65 536 divisé par 16. 4096 Word. Je peux mettre 4096 Word. Alors en double Word, 65 536 divisé par 32, 2048 double Word. Je vais encore diviser par maintenant 64. 65 536 divisé par 64. 1024. On peut mettre 1024 quarter word. 1024 quarter word. Voilà, et donc elle peut être segmentée de cette façon-là. Mais et bien sûr, vous allez me dire, ben, laquelle est la plus courante? L'organisation la plus courante, ben, on pourrait parler d'en bytes, hein, des compositions en bytes. Voilà. C'est l'organisation la plus courante. Et de loin, si vous voulez, l'arrangement en mode 8 bits ou octet, donc en bytes. Voilà. Et donc là, on va dire, chaque mot peut être considéré comme si je me suis pas trompé ici, j'espère que non. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Un octet, c'est byte. Donc l'organisation la plus courante, comme je vous l'ai dit, c'est l'octet. Hein. Dans la mémoire, c'est l'octet. Et chaque mot peut être considéré comme une case de la mémoire. Donc il porte un numéro individuel qu'on appelle l'adresse. Donc en spécifiant, si vous voulez, l'adresse concernée, on peut lire ou écrire individuellement chacun des octets d'une telle mémoire. Alors, comme je vous l'ai dit, si le besoin se fait ressentir, des mots plus larges que 8 bits, rien n'interdit donc d'associer, si vous voulez, plusieurs mémoires, avec deux mémoires organisées en octets,
Par exemple, on pourra travailler sur des mots de 16 bits. Voilà. Donc, on aura une segmentation de la mémoire en, si vous voulez, en cases mémoire, qui comportera un nombre de bits défini, hein. Par exemple, sous forme de 8 ou 16 bits. Et bien sûr, on associera, par exemple, si je prends un mot, à une adresse, on va associer une adresse à un mot. Le mot que voici. Donc, quand j'aurai pris 16, là, j'en prends 16. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà. Et là, je peux mettre une adresse. Je mets une adresse ici. Voilà. Ensuite, pour les 16 suivants, il y a une nouvelle adresse là. Et ainsi de suite. On peut segmenter comme ça en mettant une adresse tous les 16, donc tous les mots. Voilà, tous les mots, je la segmente en mots, et je mets chaque fois une adresse. Je vous remercie.